Hygiénisme. Alors, les exigences sans cesse renouvelées de santé publique accomplissent sans aucun doute ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir, comme étant dès son origine, à la fin du XVIIIe, le retournement du vieux droit de mourir en un pouvoir de faire vivre. De là l'entrée dans le domaine de la science et de la politique des phénomènes propres à la vie de l'espèce humaine. Alors, le grand projet hygiéniste qui accompagne les Lumières associe ce qu'il nomme une anatomopolitique du corps, conçue comme ensemble des disciplines du corps-machine permettant son dressage, la majoration de ses aptitudes, l'extorsion de ses forces, la croissance parallèle de son utilité et de sa docilité, son intégration à des systèmes de contrôle efficaces et économiques, et parallèlement une biopolitique de la population. Autrement dit, un recentrage sur le corps-espèce, assurant un contrôle de la population, la prolifération des naissances, la mortalité, les niveaux de santé, la durée de vie, la longévité, avec toutes les conditions qui peuvent les faire varier. Premier problème, à mon sens, tout simplement, comment en est-on arrivé là? Constatons l'incroyable inflation contemporaine, la tendance à l'infini des injonctions qui, sous couvert d'impératifs catégoriques de santé publique, réalisent le double projet du dressage des corps à des fins de productivité, l'augmentation sans fin des performances via la médicalisation du sport, dans une longue chaîne allant de la santé, je pense au sport bien-être, à la maladie, évidemment on peut penser au sport dopage, et du contrôle drastique des conduites, des désirs aujourd'hui étendus à la totalité des activités humaines. Alors pourquoi laissons-nous à ce point limiter tout ce qui contribuait jadis à rendre la vie à peu près agréable? Sans aucun doute parce que la santé s'est imposée comme un idéal politique, d'où un art de la gouvernementalité qui dépasse très largement le devoir de sécurité élémentaire assuré par tout État moderne et qui va au-delà du devoir de santé publique conjointement assuré par l'hôpital et les systèmes de soins, de prévention, dont la vaccination demeure l'emblème. L'hygiène est devenue une idéologie. Elle est sortie de la sphère des bonnes conduites personnelles, du souci de soi, avec son cortège de bonnes habitudes alimentaires, d'activité physique. Elle doit à présent être visible. Elle donne le droit d'intervenir sur la manière dont les autres conduisent leur propre vie, avec une série d'injonctions, de devoirs, de leçons de morale. Elle est donc devenue à la fois un idéal et une norme, entendue comme ensemble d'exigences imposées aux existences. Et cela peut nous étonner. Si la philosophie doit, à mon sens, encore servir à quelque chose, c'est bien à s'étonner, puis à concevoir, et non seulement à problématiser, au sens de tourner en boucle des questions sans jamais prendre le risque d'oser une réponse, non pas donc à faire le malin en expliquant avec un air satisfait que tout doit sans cesse faire l'objet d'un questionnement infini, puis en concluant paresseusement que le travail philosophique est ainsi achevé, en se donnant le beau rôle à proclamer que l'époque des conceptions du monde et donc des systèmes philosophiques est finie, et en oubliant en passant de s'interroger sur ce qui autorise une telle injonction. Au contraire, la philosophie consiste à problématiser, certes, à déconstruire les fausses évidences, puis à tenter des représentations via un authentique travail de conceptualisation. Sinon, elle sert de machine sophistique, institutionnelle, au service des perroquets du pouvoir. L'hygiénisme dépasse donc largement la seule question de la protection de la santé publique, puisque, comme idéologie dominante, elle traverse la totalité de nos vies et impose ses injonctions comme des évidences dans une sorte de carrefour théorico-pratique où se rencontrent des domaines comme la médecine, médecine préventive, médecine sportive, médecine du travail, les différents domaines de la psychologie, de l'éducation, psychoclinique, thérapie de couple, la philosophie institutionnelle à travers les programmes, à travers les directives diverses, la psychiatrie, le droit pénal, la sociologie et bien entendu le pouvoir médiatique. Le principe général commun étant de réguler les conduites et les discours,
toutes les disciplines qui, d'une manière ou d'une autre, visent à ajouter au fonctionnement de la société un discours pour l'éclairer ou le conduire, tous les savoirs qui permettent une connaissance de la réalité humaine, toutes les théories servant à juger et à prévoir, à orienter et à soigner, à former et à informer, sont depuis une trentaine d'années, et sans même qu'elles s'en aperçoivent, dans une sorte d'homogénéité qui ne doit rien à leur devenir ou à leur logique propre, mais à un moment historique particulier que je qualifierais pour ma part d'entreprise de purification. Celle-ci serait impossible sans son aspect coercitif, punitif, qui plane au-dessus des discours et des pratiques comme une sorte d'épée de Damoclès, ce que Michel Foucault analyse comme des procédures de contrôle du discours fondées sur l'interdit. Avant même d'aller plus loin, je tiens à préciser que ce discours, celui que je tiens moi ici, se limite simplement à un petit effort de description. Et bien sûr, je sais qu'il n'existe peut-être aucun autre domaine qui échappe à ce mouvement historique, y compris le mien, précisément parce qu'il est englobant et qu'il ne dit pas ce qu'il fait là où on croit qu'il le dit. Alors on va considérer quelques domaines pour les besoins et les limites de notre exercice, c'est-à-dire quelques illustrations. Nous trouverons à chaque fois le positif et le négatif, des expressions de ce processus de purification, le positif au sens de l'explicite de l'idéologie hygiéniste, mais également des mesures coercitives d'exclusion, voire de punition, la part sombre, rarement assumée de l'hygiénisme. Considérons par exemple l'école et l'éducation. Alors, la massification se présente comme un droit à l'éducation pour tous. Dans les faits, elle consiste malheureusement aussi à bourrer les classes et donc à générer, pour reprendre le vocabulaire de Sartre au sujet des victimes du capitalisme, des excédentaires, c'est le mot qu'il emploie dans la critique de la raison dialectique, à savoir des élèves en difficulté d'apprentissage et de comportement, qu'il s'agit d'intégrer coûte que coûte, quitte à sacrifier les autres élèves en menaçant tous ceux et toutes celles qui oseraient juste dire que cela est à la fois injuste et inefficace, de représailles. L'hygiénisme sert le productivisme. L'hygiénisme a conduit à supprimer les institutions qui s'occupaient des enfants en situation de handicap, à les rendre invisibles, en vendant cette inclusion à marche forcée dans l'école comme une marque de respect, d'intégration. Intégration, un mot à la mode, mais pour moi, un mot à la mode ne l'est jamais pour rien. La rentabilité conduit à supprimer les redoublements en démontrant avec une scientificité qui est à peu près digne du phlogistique que ceux-ci ne servent en fait à rien. Voyons. La purification, c'est l'élimination de la différence grâce à ce chantage. Ou bien vous acceptez tout le monde, vous ne sélectionnez mot à bout plus personne, ou bien vous êtes pour une sorte d'élitisme parfaitement incorrect politiquement. Donc plus de normes éducatives, plus de cours magistraux, plus de pédagogie verticale, mot quasiment désormais devenu grossier, mais des activités, des projets destinés à former non plus des citoyens cultivés et éclairés, ce qui serait évidemment discriminatoire, mais des apprenants bien dans leur peau. Donc le pouvoir-savoir médical s'est invité dans l'institution scolaire au point de brouiller le pouvoir-savoir de l'instruction et de l'éducation. Jadis, donc, la connaissance et son évaluation émanaient du professeur. Et évidemment, l'autoritarisme pouvait y sévir sans contre-pouvoir, dans le silence et la soumission face à ce qui, parfois, malheureusement, était l'arbitraire. Et donc sans contre-discours autorisé. Aujourd'hui, tout savoir, toute évaluation est confrontée au soupçon, au procès en légitimité, qui prend toujours appui sur l'hygiénisme, le pouvoir sanitaire, le droit à ce que ses propres faiblesses soient considérées comme des injustices naturelles que doit compenser une discrimination positive appropriée. Il est donc demandé à l'école d'éduquer les élèves à la santé, à l'écologie, au bien-être, à la moralité. Considérons un autre exemple, la politique et les médias. Alors, l'hygiénisme est une généralisation normative de l'exigence individuelle de propreté, de santé. Comme politique, l'hygiénisme est une idéologie de purification, je l'ai dit. J'ai toujours considéré l'idéal de transparence, personnellement, avec beaucoup de méfiance. Dans une société totalitaire, ou comme l'analyse Sartre dans la critique de la raison dialectique, je pense au tome 2, dans les sociétés qu'il nomme directoriales, le combat pour la liberté est un combat pour la transparence, autrement dit, un droit à l'information. Mais dans une société démocratique, dans laquelle le Parlement décide, par exemple, de commissions d'enquête,
où la presse est plurielle, où il n'y a pas de camp d'internement ni de prisonniers politiques. La liberté réside au contraire dans le droit au secret. Les réseaux sociaux sont des moyens, potentiellement des outils magnifiques de résistance, je pense au printemps arabe, mais également des poubelles immondes, comme en témoignent les différents lynchages. Donc ceux qui ont applaudi à la censure de Trump, par exemple, réalisent-ils que la censure intervient et a été décidée par une multinationale capitaliste qui s'arroge soudainement le pouvoir du bien, de délivrer des brevets de bonne conduite, de bonne pensée, bref, de pureté idéologique? Pour qui se prennent ces hygiénistes qui imposent à chacun le devoir de bien manger, de bien penser, d'être un mari ou une épouse fidèle et surtout de jamais dire quoi que ce soit qui pourrait, ici ou là, vexer, stigmatiser. Jadis, l'ordre moral était de la droite conservatrice, réactionnaire. Il est aujourd'hui issu de la nouvelle extrême gauche, issu d'une forme de bourgeoisie américaine, un mélange d'idiots utiles et de racialistes qui essentialisent à tour de bras et pratiquent à longueur d'intimidation l'assignation à résidence identitaire. L'hygiénisme est idéologiquement une police des conduites, un tribunal des bonnes mœurs. Considérons l'exemple de ce qu'on appelle la cancel culture aujourd'hui, l'exemple de la figure du héros. Alors, pour aller vite, il est aujourd'hui désormais très mal vu d'aimer des héros, tout simplement. Encore plus s'ils sont des mâles blancs, dominants, plus de 40 ans, hétéros et donc occidentalo-centrés. La question serait évidemment de savoir qui a intérêt à faire passer ce genre d'ânerie pour une pensée de gauche. Le cinéma, et plus généralement la création, sous toutes ses formes, doit désormais présenter des personnages moralement irréprochables, non fumeurs, non buveurs, l'idéal étant qu'ils soient sexuellement mouvants, un peu sportifs, véganes, et évidemment le plus sensible possible. Un tout autre héros est immédiatement cancélisé sous le label définitivement honteux de beauf. D'ailleurs, le terme même de héros est lui-même désuet. D'ailleurs, comme le mot désuet est lui-même désuet aussi. Bref, le cinéma, la littérature doivent à présent rendre des comptes moralement, à tel point qu'en 2021, Laclos, Sade, Céline, Jean Genet, Nietzsche et Artaud seraient, par exemple, considérés comme des malpropres et des impolis. J'ai même entendu une fois la même chose au sujet de la philosophe Simone de Beauvoir, régulièrement accusée d'immoralité et de perversité, ce qui prouve une fois de plus à quel point Audiard avait raison quand il disait que c'était même à ça, parfois, qu'on les reconnaît. Bref, on pourrait considérer, pour poursuivre, un autre exemple, la diffusion du savoir médical comme vérité sur lui-même. Alors la médecine se fonde sur des données scientifiques pour prévenir, pour éviter des maladies liées par exemple au tabac, à l'alcool. L'hygiénisme apparaît lorsque les exigences dépassent largement les questions de santé pour aller sur le terrain de la morale. Là encore, l'hygiénisme est bruyant, bavard, à l'opposé de sa résistance. Il se nourrit d'abord d'une passion pour la conscience morale, qu'à mon avis, qui forme une forme de cruauté retournée contre soi-même, comme disait Nietzsche. Je voudrais me référer à Michel Foucault, qui est un peu en filigrane dans cette intervention. Voilà ce qu'il écrit. « L'aveu est devenu en Occident une des techniques les plus hautement valorisées pour produire le vrai. Nous sommes devenus depuis lors une société singulièrement avouante. L'aveu a diffusé loin ses effets dans la justice, dans la médecine, dans la pédagogie, dans les rapports familiaux, dans les relations amoureuses, dans l'ordre le plus quotidien et dans les rites les plus solennels. On avoue ses crimes, on avoue ses péchés, on avoue ses pensées et ses désirs, on avoue son passé et ses rêves, on avoue son enfance, on avoue ses maladies et ses misères. On s'emploie avec la plus grande exactitude à dire ce qu'il y a de plus difficile à dire. On avoue en public et en privé, à ses parents, à ses éducateurs, à son médecin, à ceux qu'on aime. On se fait à soi-même dans le plaisir et la peine des aveux impossibles à tout autre et dont on fait des livres. Avouer, on est forcé d'avouer. Michel Foucault, donc, dans l'histoire de la sexualité. J'aurais pu évoquer rapidement le droit qui, en tant que tel, constitue une forme d'instrumentalisation du savoir médical pour soumettre les activités humaines à des normes de conduite dans tous les domaines. Là encore, dans La volonté de savoir, l'histoire de la sexualité, le tome 1, eh bien, Michel Foucault l'évoque. Je voudrais évoquer, moi, ici,
comme dernière illustration, les sciences humaines, à savoir la sociologie et l'histoire, au service de ce que je qualifie de nouvel ordre moral. Alors l'hygiénisme repose sur l'exclusion symbolique ou réelle de tous ceux et celles qui ne partagent pas la même idéologie. Alors l'essentiel pour moi est de saisir que sans cette nouvelle police de la pensée et des conduites, on ne peut pas, pour des raisons évidentes, exercer un pouvoir sur le contenu et la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Donc, ce pouvoir va se concentrer sur le langage, encore et toujours sur le langage, en considérant qu'il importe infiniment et que tout ce qui pourra faire l'objet d'un procès d'intention, tout ce qui pourra être imaginé comme ne respectant pas ces interdits sera punissable, ou juridiquement, quand c'est possible, ou physiquement, par des agressions, par des intimidations, ou sur le plan universitaire, par exemple, ou intellectuel, par l'exclusion, par le bannissement. Voilà ce qu'écrit Michel Foucault, encore une fois, dans l'ordre du discours. Dans une société comme la nôtre, on connaît bien sûr les procédures d'exclusion. La plus évidente, la plus familière aussi, c'est l'interdit. On sait bien qu'on n'a pas le droit de tout dire, qu'on ne peut pas parler de tout dans n'importe quelle circonstance, de n'importe qui. Enfin, on ne peut pas parler de n'importe quoi. Tabou de l'objet, rituel de la circonstance, droit privilégié ou exclusif du sujet qui parle, on a là le jeu de trois types d'interdits qui se croisent, se renforcent ou se compensent, formant une grille complexe qui ne cesse de se modifier. Je noterai seulement que de nos jours, la région où la grille est la plus resserrée, où les cases noires se multiplient, ce sont les régions de la sexualité et celles de la politique. Comme si le discours, loin d'être cet élément transparent ou neutre dans lequel la sexualité se désarme et la politique se pacifie, était un des lieux où elles s'exercent de manière privilégiée, quelques-unes de leurs plus redoutables puissances. Le discours, en apparence, a beau être bien peu de choses, les interdits qui le frappent révèlent très tôt, très vite, son lien avec le désir et avec le pouvoir. Et à cela, quoi d'étonnant, puisque le discours, la psychanalyse nous l'a montré, ce n'est pas seulement ce qui manifeste ou cache le désir, et puisque cela, l'histoire ne cesse de nous l'enseigner, le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. Alors, en guise de conclusion, je voudrais démarrer par une prise en compte du réel, si on veut, c'est-à-dire l'antithèse de tout ce que je viens de raconter précédemment, à savoir, bien sûr, ce qu'on pourrait qualifier de fausse liberté contre l'impératif de santé. Parce qu'évidemment, une telle remise en cause de l'idéologie hygiéniste engendre une réaction, ou peut engendrer une réaction légitime. Les addictologues, par exemple, et la définition que je proposerai d'une addiction, c'est lorsque, au fond, on a perdu la liberté de se passer d'un produit. Les addictologues ne cessent de le répéter. Leur action vise à donner aux gens un maximum de connaissances, un peu à la Spinoza finalement, en leur rappelant les risques liés aux produits qu'ils consomment, en leur rappelant qu'il existe bien des inégalités sociales, psychologiques, génétiques même, face aux risques. La France est effectivement un pays où la mortalité prématurée, donc avant 65 ans, est la plus forte, en grande partie à cause de l'alcool, qui cause 45 000 décès par an, et du tabac, qui en cause 65 000. Un enfant sur 5 serait en surpoids, paraît-il, et donc la politique de santé publique permet, au-delà des critiques, que 95% des enfants prennent effectivement un petit déjeuner. La loi Evin de 91, renforcée par celle de Mattei en 2003, a interdit la publicité pour l'alcool et le tabac. Mais, et là on quitte le champ de la santé, pour aller du côté de l'hygiénisme. Depuis, une forme de déferlante bio, toutes des injonctions médicales, psychologiques, éducatives vont intégrer le milieu scolaire, universitaire, médiatique et même les entreprises. Parallèlement, donc, le sentiment de bien-être, de bonheur d'être ensemble, la légèreté, l'humour, tout ceci est franchement menacé, pour ne pas dire a disparu, au profit d'une société dans laquelle tout ce qui n'est pas interdit devient peu à peu obligatoire, où la frontière entre le public et le privé s'estompe, où chacun pour exister doit devenir, sinon une victime systémique, c'est peut-être, et c'est le pire qui est à venir, le flic de l'autre.
Alors comment sauvegarder l'impératif légitime de santé? Comment sauvegarder le droit à ne pas être pollué, par exemple, tout en conservant cet art de vivre, de bien vivre, bref, ce goût des plaisirs au quotidien? Donc je militerai, pour finir, pour un renouveau de la légèreté, quelque part. Et enfin, je conclurai de cette façon, je crois vraiment qu'il existe un risque aujourd'hui. Le risque d'un nouvel ordre moral hygiéniste, comme compensation de ce que je qualifierais de sauvagerie mondialiste libérale. La mondialisation libérale et la modernité qui l'accompagne génèrent une triple insécurité physique, avec la délinquance, la violence urbaine en particulier, économique, avec la destruction de tout ce qui rassurait, comme les statuts, avec l'augmentation du chômage, la valorisation de cette insécurité sous l'injonction de sortir de sa zone de confort, tout le jargon moralisateur sur l'adaptation, par exemple. Et puis l'insécurité écologique, puisque les êtres humains consomment joyeusement 1,5 terre chaque année. Bref, pour compenser cette inhumanité et la culpabilité, les souffrances, les malheurs qu'elle engendre, les Occidentaux ont pondu une idéologie de purification qui se nomme l'hygiénisme. Alors, a-t-il besoin de préciser qu'il n'est nullement nécessaire d'être hygiéniste pour aimer la santé et la propreté, pour aimer la nature et la vie saine, comme juste souci de soi, comme reprenait Foucault aux stoïciens à la fin de sa courte vie? Si au moins ces quelques lignes permettent de nourrir, de prolonger cette réflexion, quitte à nourrir aussi des contradictions, c'est qu'elles n'auront pas été entièrement inutiles. Je vous remercie.